Wake up, wake up, wake up. L'épisode d'aujourd'hui est un peu particulier. D'abord parce que j'interviewe une entrepreneure, celle de ceux qui se lèvent un matin avec une idée folle et qui les mène à exécution avec brio. Celle de ceux qu'on dit à succès. Mais si cet épisode est si spécial, c'est parce que j'interviewe une amie. Céline Lazorte est la personne qui m'a fait confiance quand j'avais 23 ans. Je venais juste de quitter mon job en finance et elle était au comité de direction d'une association d'entrepreneurs et elle m'a fait confiance pour en prendre la direction. Quand on a démarré Wake Up, il y a 4 ans maintenant, elle nous a prêté gracieusement ses bureaux chez Litchi. Alors ça a été un mentor, une amie et peut-être même un ange gardien. Je vous souhaite à tous de trouver une Céline Lazorte dans vos vies. Ensemble, on a parlé de son aventure entrepreneuriale, mais aussi de ses combats du moment, parce que ça va sans dire, elle est bien sûr humaniste et engagée. Allez, installez-vous confortablement, je vous emmène dans cette conversation avec Céline Lazorte. Je voudrais commencer par l'actualité. Tu as rassemblé des centaines d'entrepreneurs dans un collectif qui s'appelle Protège ton soignant, un mouvement de soutien au personnel de santé qui récolte des dons pour financer les besoins dans les hôpitaux, donc que ce soit des masques, des blouses, des surblouses, des respirateurs. Vous avez réussi à collecter 6 millions d'euros, donc c'est énorme. Waouh! Pourquoi est-ce que tu as eu envie de t'engager? On trouve toujours l'origine de nos actions dans nos racines, non? Moi, je sais pas si tu sais, mais je viens d'une famille de médecins. Et plus particulièrement, mon grand-père a fondé le premier CHU de France à Toulouse. C'était une conviction qu'il avait dans les années 60 qu'il fallait que les centres hospitaliers soient collés aux centres universitaires pour apprendre la médecine et faire des ponts entre l'université et l'hôpital. C'est un projet qu'il a mis 10 ans pour voir le jour et qui lui tenait énormément à cœur. Et aujourd'hui, c'est devenu la norme d'avoir des CHU. Et c'est vrai que quand la crise du Covid a démarré, très vite, on a senti en tout cas, moi, j'ai eu le sentiment de voir un système de santé et surtout le système public qui, donc, pour les raisons que je viens d'exprimer, me tient très à cœur, en difficulté. Et j'ai vu aussi mon père toute sa vie travailler à l'hôpital, être extrêmement attaché à l'hôpital. Mon oncle pareil, et bref, beaucoup de gens dans ma famille. Et donc, de fait, pour moi, c'était insoutenable de passer mon temps à être inactive et de regarder quelque chose pour lequel on a une très haute estime et pour lequel beaucoup de gens dans ma famille ont dédié leur vie s'effondrer sans rien faire. Et bien sûr, notre action, elle est toute petite comparée à l'action des soignants, mais en tout cas, j'avais une colère de me trouver inactive, et je me souviens d'avoir à plusieurs reprises sur des groupes WhatsApp avec notamment Daniel Marelli et Alexis Bonillo chatté tous les trois en se disant moi je peux plus rester inactif, faut qu'on fasse quelque chose, faut qu'on trouve. Voilà comment ça a été. Ah oui, génial, c'est presque c'est la colère, c'est tout ça ça bouillonnait en toi et tu t'es dit il faut que j'agisse quoi. C'est l'impuissance et c'est ce sentiment de se dire mais c'est pas possible, il faut, en fait c'est une crise qui est sans précédent et donc on doit tous être solidaires avec nos soignants, avec notre système de santé, avec tous ceux qui font tourner l'hôpital et de voir ce nombre de gens qui rentraient en réanimation augmenter de façon exponentielle et on sentait qu'une crise sans précédent était en train d'arriver et moi je sais que je bouillonnais de me dire il faut qu'on puisse aider et probablement que ça a été puis bon, évidemment comme tout le monde je me suis retrouvée dans une situation où du jour au lendemain en fait toute la vie s'était bouleversée, je recevais plus un seul mail, plus d'appels, donc je me suis mis à trier ma boîte mail, trier mes placards, en fait assez vite on tourne en rond et au bout de 4-5 jours je me souviens avec Dan et Alex notamment d'être toute la journée en train de se dire mais qu'est-ce qu'on peut faire quoi. Voilà. Et c'est super. Toujours que pour entreprendre, il faut une colère en soi, donc voilà. Oui, complètement. Et au-delà des médecins, aujourd'hui, plus que jamais, ce qu'on a vu, c'est que c'est les derniers de cordée qui ont fait tourner le pays pendant près de 2 mois, les livreurs, les livreuses, les caissiers, les caissières, les infirmières, les infirmiers, les aides-soignantes, les ASH. Les agents,
Et du coup, ce qu'on voit, c'est que ce Covid, il a exacerbé un peu les inégalités qu'on a dans cette société. Et parce que voilà, il met en lumière des personnes, des jobs qui sont oubliés, et en même temps, de l'autre côté, on a des personnes qui effectivement se rendent compte que leur travail n'a jamais eu d'utilité sociale. Comment est-ce que tu penses que cette période va changer, va modifier notre rapport au travail? C'est dur de lire dans une boule de cristal parce que je suis partagée entre deux sentiments. Le premier qui est de dire c'est sans précédent et collectivement et individuellement, on va apprendre et on va changer nos façons d'appréhender le travail, nos façons de consommer, nos façons de vivre, peut-être ralentir un peu. On aura plus, je sais pas, d'intérêt écologique, d'intérêt pour notre prochain, et j'ai une autre partie de moi qui se dit qu'en fait la nature humaine elle oublie très vite les choses et c'est aussi ce qu'il y a de très beau et finalement la vie reprendra le dessus et les choses reviennent assez facilement et assez simplement. Donc ça c'est un peu un sentiment ambivalent que j'ai en moi. Après effectivement je vois quand même autour de moi que je pense qu'il y a une prise de conscience de qu'est-ce que quelle est ma mission et comment, alors c'est très génération Y, mais comment je peux faire donner du sens à ma vie, au temps que je passe, et ça peut être de plein de façons différentes, et je trouve que on retrouve des plaisirs plus simples, de cuisiner, de faire un bac de fleurs pour son balcon, ou voilà, enfin des choses qui sont finalement plus qu'on a un peu oublié probablement et qui font partie aussi de la vie. Mais je m'interroge vraiment sur quel sera effectivement le monde de demain, comment on va en tirer des enseignements de façon collective. Moi, je crois absolument que le problème de cette crise n'est pas la mondialisation, parce que, et je pense que c'est un point qu'il faut pas oublier, la mondialisation nous a apporté énormément de choses, la capacité par exemple à séquencer ce virus en quelques jours, à ce qu'il y ait des centaines de chercheurs dans le monde qui collaborent, donc c'est à mon avis une des plus grandes forces que nous avons, c'est notre capacité à communiquer, à échanger, à voyager, donc il faut surtout pas se fermer. Par contre, il faut se reposer probablement les questions de qu'est-ce qui doit faire partie de la souveraineté de notre pays, de l'Europe, à titre individuel, de quelle façon je veux consommer. Moi, j'ai une grande admiration et j'adhère totalement aux marques comme C'est qui le patron, dont je pense et j'espère qu'on réfléchira un petit peu à la façon dont on consomme, la façon dont on achète, même si évidemment, je crois qu'on oublie un peu assez vite, mais voilà. Ouais. Et qu'est-ce qui te donne de l'espoir, du coup, aujourd'hui ? Évidemment, plein de choses. D'abord que notre pays ne s'est pas effondré comme d'autres de nos voisins. Je crois pas qu'on ait vu une seule vidéo d'un service de réanimation avec des gens qui ne pouvaient pas être soignés. Des gens qui étaient refusés par l'hôpital, tout ça, ça n'existe pas chez nous et ça existe aujourd'hui de façon réelle dans d'autres pays qui nous entourent, en Europe ou bien sûr aux États-Unis. Donc, je trouve que on a un système très solidaire et ça me donne énormément d'espoir, me dire en fait, on a quand même eu... Alors, la crise n'est pas derrière nous, j'espère qu'il n'y aura pas de deuxième vague, mais en tout cas, on a su quand même gérer... en tout cas, le personnel hospitalier et médical a su gérer cette crise qui est vraiment d'une ampleur sans précédent. Donc, je trouve ça plein d'espoir. Et parce qu'en réalité, je pense que c'est vraiment lié à l'être humain et pas à un savoir-faire. Évidemment, on a un bon système de santé, bien sûr, mais je crois que pour l'avoir vu un tout petit peu de mes yeux, il y a eu quelque chose de sans précédent dans le dévouement au travail, dans le dévouement à l'autre, dans l'ingéniosité tout le monde a vu ces articles de presse il y avait un petit garçon qui a fait des visières en 3D chez lui tout seul, il y a plein de filières qui se sont créées comme ça, la mode s'est structurée pour faire des masques,
il y a quand même quelque chose, je trouve, d'une solidarité exceptionnelle et sans précédent. Bien sûr, Protège ton soignant, mais il y a d'autres initiatives. Et en soi, en fait, l'être humain a cette force que d'être à la fois très créatif et très solidaire dans des moments difficiles. Donc tout ça, je trouve que c'est évidemment uniquement de l'espoir et surtout la possibilité de... Ouais, complètement. Complètement. On a vu des jolis moments, effectivement, de solidarité, de fraternité, une énergie ultra créative. Donc, dans les ténèbres, il y a toujours un peu de lumière. Mais tu vois, je me permets d'interrompre, par exemple, dans tous les témoignages qu'on reçoit des soignants, des agents, des médecins, des patrons de réa, on a toute la chaîne de l'hôpital ou des établissements hospitaliers. En fait, ce qu'ils partagent systématiquement, c'est merci énormément pour le matériel de protection, le matériel médical, ou les produits de confort que vous nous avez livrés, mais surtout merci parce que on s'est pas senti seul. Et en fait, c'est ça qui est le plus fort. Et à chaque fois, c'est ce qui revient dans leur témoignage, c'est dire c'est énorme d'un point de vue matériel, d'un point de vue du coup même financier, ce que ça représente mais surtout, on s'est senti soutenu et en fait, c'est ça qui nous a donné la force et c'est ça que je trouve extraordinaire, c'est que en fait, au-delà de ce qu'on a pu apporter concrètement, c'est le fait de pas se sentir seul. Et il disait tout le temps, c'est le fait de savoir qu'il y a 120 personnes qui sont dédiées à nous, et c'est juste un truc hyper émouvant. Et par exemple, il y a une chef de service d'un hôpital qui est à Saint-Denis, qui était tellement, qui est géniale, qui nous envoie tout le temps des photos, des vidéos, des remerciements, et qui était tellement touchée et émue qu'ils nous ont fait des gâteaux pour nous, parce que en fait ils avaient, je pense, besoin de aussi nous remercier en faisant quelque chose pour nous, et donc ils ont fait plein de cadeaux, de gâteaux, qui nous ont envoyés en cadeau, et qui sont arrivés à notre stock. Donc c'était génial je trouve de symbole, de se dire voilà, il y a une sorte de chaîne qui s'est créée. Et en fait, la force, elle naît de ça, elle naît de l'espoir et de la confiance qu'on se donne et qu'on se transmet et qui se démultiplie. C'est superbe. Avant d'être activiste, tu es surtout entrepreneur. Tu as fondé à la sortie d'école de commerce le groupe Litchi, qui regroupe les marques Litchi et Mangopé, avec plus de 100 salariés aujourd'hui. Et tu en as quitté la... 120, ouais, ok. 220. Tu en as quitté la direction opérationnelle. En quoi cette expérience t'a aidé à construire la Céline d'aujourd'hui? T'imagines que c'était donc il y a 11 ans, j'ai 37 ans, j'en avais 26. C'est une des plus grandes parties de ma vie éveillée, je veux dire, consciente, et dans une période où on apprend, c'est une Tatiana, que tu connais bien, Jama, me dit toujours c'est la grande histoire de ta vie, et c'est sûrement vrai. Et oui, ça m'a à la fois en fait, ça m'a apporté tellement de choses que c'est difficile d'en faire une liste et un résumé, mais ça m'a offert déjà un cadeau extraordinaire, c'est de me dire que je suis capable de faire quelque chose. Et ça, c'est en fait, je pense, le plus beau des cadeaux que ça m'a... qu'il m'a été donné de vivre, parce que être apaisé, et c'est pas une question d'avoir confiance ou pas confiance, c'est juste que je ne me pose même pas cette question-là. C'est pas une surconfiance, mais ça m'a apaisé dans mes capacités, et c'est quelque chose, je trouve, malgré tout, qui est extrêmement fort, parce que on est quand même dans une culture de la performance, que ce soit à l'école, que ce soit, donc on a ce truc-là en nous, et moi évidemment la première, et je pense d'ailleurs que je souffrais de cette pression il faut être quelqu'un, et c'est très défini par notre carrière professionnelle, et donc j'avais besoin de me réaliser professionnellement, donc j'ai pris le biais de l'entrepreneuriat parce que c'est celui qui s'est offert à moi, mais ça m'a donné ce truc pour la vie d'avoir coché la case, de me dire je l'ai fait. Même moi, souvent, je me dis, mais comment c'était un coup de bol, c'est pas mon boulot, c'est celui de, comme on disait, 200 personnes, 220 personnes.
voilà, parfois je me dis comment aurait été l'histoire si ça n'avait pas été moi, mais quelqu'un d'autre. Est-ce que ce serait mieux, plus gros, moins bien, je ne sais pas. Donc c'est difficile de savoir comment on contribue, mais en un sens, c'est vrai que j'ai été à l'initiative et j'ai porté l'histoire pendant 11 ans. Et donc ça m'a offert ça. Après, ça m'a évidemment permis de faire énormément de rencontres, certaines très marquantes comme avec Mohamed Younous. Ça m'a permis de rêver et de me dire que voilà, sky is the limit. C'est un peu idiot, mais en fait, c'est une grande chance, je crois. Ouais, complètement. Il y a ce tweet qui m'a marqué que quelqu'un a publié récemment sur Twitter, qui disait voilà, j'étais un des premiers clients de MangoPay, donc qui fait partie du groupe Litchi, et ils étaient 4. 10 ans plus tard, ces 4 personnes sont toujours chez MangoPay et elles exercent les postes les plus stratégiques qui soient dans l'entreprise, donc CTO, CPO. Ça en dit long sur leur culture. Qu'est-ce qui, toi, te fait vibrer dans la culture que tu as créée chez Litchi? Il y a une humanité, je pense, et une force de cette humanité qui est à mon avis assez rare, même si elle devrait pour moi être la norme dans ce qu'on crée, dans ce qu'on instaure comme relation les uns aux autres. Mais oui, il y a quelque chose très fort et qui en fait perdure et s'intensifie et se transmet et devient les valeurs de l'entreprise. Et donc, forcément, chaque personne qu'on recrute, elle a ce truc-là dans son cœur. Et c'est vrai que moi, les relations que j'ai créées, et tu les connais bien avec les uns et les autres, sont des relations qu'on peut pas qualifier d'amicales, qu'on peut plus qualifier que de professionnelles, mais qui sont des relations, je l'espère, à vie. Et qui sont basées sur quelque chose de très fort, de confiance, d'expérience, ouais, il y a un mix de se connaître, de se faire confiance, de se reposer l'un sur l'autre, de s'écouter, et donc c'est vrai que moi c'est ce que j'ai le plus chéri dans mes années chez Litchi et chez MangoPay, c'est la qualité des relations humaines les uns aux autres. Et par exemple, on a pendant la période du Covid, j'ai fait pas mal de petites vidéos, de Zoom avec les équipes. Je leur ai proposé des petites sessions de Ask Me Anything. On choisissait des thèmes ensemble et puis j'en parlais, ils me posaient des questions, etc. et tout. Et c'est assez marrant parce que j'ai eu beaucoup d'échos ou de retours de gens qui me disaient « Oh là là, mais c'est génial de faire ça pour nous, c'est tellement sympa, etc. » et tout. Donc, c'était assez drôle parce que pour moi, c'était évident. Et le deuxième point, c'est de nouveau qui me posait énormément de questions sur comment on a réussi à mettre en place une culture d'entreprise comme ça. Et en fait, j'avais pas besoin de longtemps pour voir que eux-mêmes avaient... c'est même pas y adhérer, mais en tout cas porter ces valeurs-là. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est une source de beaucoup d'épanouissement et de réjouissance. Et je pense très honnêtement que jamais j'aurais pu vraiment l'âme en paix laisser mes bébés s'il n'y avait pas eu une équipe qui sait même pas que j'ai confiance, c'est dont je suis extrêmement fière et pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Oui, complètement. Il y a sur la culture, mais il y avait une anecdote qui m'avait marquée, qui était la personne qui faisait le ménage de vos locaux. Vous l'avez aidé à réaliser son rêve. Est-ce que tu peux nous... je sais pas si ça te parle de coder, etc. Est-ce que tu peux nous en parler parce que je trouve qu'elle est hyper jolie. Ouais, c'est Adil, donc qui a été le gardien de Litchi pendant plusieurs années et qui effectivement s'est occupé de l'entretien, de faire en sorte que ce soit un lieu agréable, en sécurité pour tout le monde et toujours avec tout ce qu'il faut. Et donc qui a passé plusieurs années. Puis ce qui est assez particulier, c'est qu'il vivait sur place, donc ça a été vraiment le gardien du temple. Et en fait, au début où on avait
passé l'entretien ensemble, il m'avait dit, enfin je lui avais demandé quelle était sa passion dans la vie. Il m'avait dit qu'une des choses qui lui plaisait beaucoup, c'était de développer des sites internet. Et donc je dis bah c'est bien parce que tu t'appelles à la bonne porte. Et donc j'avais gardé en tête que si parce qu'il m'avait expliqué notamment qu'il avait commencé des études et puis que pour des raisons malheureusement financières et familiales, il avait dû travailler, donc il n'avait pas pu continuer. Et donc, assez vite, on lui a proposé de reprendre ses études en parallèle du boulot. Et donc, il a fait une formation de développeur qui est diplômante en Bac+2 sur Open Classroom et qui était accompagnée par Jordan, par le CTO de Litchi. Et donc, où il a donné aussi beaucoup de temps et que moi je n'ai pas fait en fait. J'ai juste mis en connexion Adil et Jordan dans ce projet là et puis c'est un projet qui a grandi puisqu'ensuite il a fait son stage Adil au sein des équipes de développeurs de Litchi, donc on était hyper contents le jour où on lui a installé son bureau, etc. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui s'est créé de à la fois très humain et aussi très plein d'espoir, et je pense d'une mission commune très forte. Voilà. Puis il y a quelques mois, il a quitté la boîte pour monter un projet entrepreneurial avec son frère. Donc on était super contents pour lui. Puis c'est marrant parce que du coup là, avec la crise du Covid, il avait un peu moins de boulot parce leur projet est à Rungis, et donc il a rejoint les équipes de Protège ton soignant. Donc je lui ai donné un petit coup de fil en lui disant écoute, on a besoin de gens qui ont tes compétences, c'est ce que ça te dirait. Il m'a dit mais oui à fond, attends, je vais venir avec un copain. Et voilà, et donc l'histoire s'est faite. Donc il a passé un mois, le pauvre, enfin même plus qu'un mois, 6 semaines, 7 semaines à bosser comme un dingue. Et puis là, je sais qu'il a repris un petit peu son boulot, son projet à Rungis. Donc je me dis que peut-être, avec beaucoup d'humilité bien sûr, mais je lui ai donné envie d'entreprendre aussi, et confiance en lui surtout, et confiance, voilà. Oui. Donc ouais, c'est ce que tu as fait pour beaucoup, dont moi d'ailleurs. Donc du coup. Et écoute, tu parlais des Ask Me Anything là, que tu as mis en place là pendant la période du Covid. Est-ce qu'il y a d'autres rituels ou des engagements que vous avez pris au sein de l'entreprise qui ont contribué à créer cette culture, donc qui repose sur la qualité des relations humaines, l'inclusion, la diversité? Alors, en fait, est-ce qu'il y a d'autres choses? C'est plein de petites choses. C'est vrai que c'est difficile d'en donner une, mais je crois que ça s'est fondé à la fois sur le fait que moi d'abord j'avais souffert dans mon expérience courte professionnelle d'un rapport hiérarchique très dur quand j'avais bossé en agence, et j'avais pas du tout aimé ça, le fait de devoir rester dans sa petite case, il faut faire mais pas trop non plus. Et je pense que ça a été aussi une façon de me dire mais pourquoi on peut pas être juste soi-même au travail en fait. Des jours où on est mal luné, des jours où on aime le rock et il faut pas s'en cacher. Chacun a ses peines, chacun a ses joies, et le boulot est quand même un endroit où on y passe un certain nombre d'heures par jour. Si tu comptes les transports, ça nous prend énormément de temps, donc autant être soi-même plutôt que de porter un masque. Et donc ça, je crois que c'est quelque chose qui a été fondateur, puis partagé par les premiers qui m'ont rejoint, et puis qui ont eux-mêmes porté ces convictions ou ces valeurs, je sais pas comment il faut le dire, et puis voilà, le monde s'est créé comme ça, le monde Litchi en tout cas. Et c'est vrai que je crois que il y a une vraie diversité, il y a un véritable respect profond de l'autre. Et donc l'entraide est la base de nos échanges. Et d'ailleurs c'est marrant parce que dans les sessions de Ask Me Anything, il me posait tout le temps la question de comment on fait pour être sûr que ça va rester comme ça, parce qu'on grandit, parce que c'est ça. Et en fait vous êtes chacun le garant de ça et un peu le gardien du temple, et donc si vous en avez envie, les choses resteront comme ça. Il faut pas s'inquiéter de demain. Donc voilà. Après, je pense que oui,
en fait, c'est juste du bon sens, mais quand quelqu'un va bien, on peut compter sur lui. Quand quelqu'un va un peu moins bien, il faut l'aider. Et c'est comme toute relation humaine qui s'entretient et qui s'enrichit. Et moi, j'ai toujours eu tendance à dire qu'en fait, c'est un contrat moral entre l'entreprise et le collaborateur, et il faut que ça soit équilibré. C'est-à-dire qu'il y a des moments où l'entreprise, tu vois, a besoin du collaborateur, et c'est comme ça. D'autres moments où c'est l'inverse, le collaborateur a besoin de l'entreprise et c'est comme ça. Et il faut que, voilà, sur l'année, ce soit à peu près balancé pour que ça fonctionne. Et je pense qu'il faut s'adapter. Et là, on le voit encore plus avec cette crise où finalement, moi je sais pas quand est-ce que tout le monde se reverra tous ensemble physiquement. Et donc en réalité, c'est de la confiance. Les gens bossent de chez eux au rythme qu'ils le veulent, s'ils veulent. Et en fait, le boulot devrait être comme ça tout le temps. Et nous, on a toujours essayé d'être le plus souple possible, tout en disant, bah voilà, comme on a un travail qui est aussi très exigeant dans la qualité, dans le suivi, il faut qu'il y ait un minimum de nombre d'heures communes entre toutes les équipes et tous les pays. Mais bon, bah après, si vous voulez faire du sport entre midi et 2, si vous voulez commencer tôt, si vous voulez finir tard, c'est votre vie. C'est pas, enfin, fliquer les gens, ça sert à rien. Et il vaut mieux donner un sens et donner des missions que donner une liste de tâches, parce que c'est irrespectueux, je trouve. Ouais, complètement. Justement, je voulais faire une petite parenthèse avec toi sur le management, parce que cette période qu'on vit aujourd'hui, effectivement, tout le monde est en télétravail et encore pour beaucoup de temps, et ça a vraiment mis en lumière un peu les limites du management traditionnel où on voit, où on contrôle, où on flique. Quel est le rôle, selon toi, du manager? Quel est le rôle idéal du manager, selon toi? Tu le disais, donc donner du sens, faire en sorte que l'autre soit libre dans la mesure du possible de son emploi du temps. Je crois qu'il faut donner, pour moi, le rôle d'un dirigeant ou d'un manager, c'est de donner de la vision. Moi, j'ai mis très longtemps à comprendre ce que ça voulait dire. Je me disais, mais non, je suis pas visionnaire, etc. Mais en fait, c'est vision dans le sens de donner un objectif et donner une ligne de direction. Et en fait, si tout le monde rame dans le même sens, ça va beaucoup plus vite quand même, globalement. C'est très basique, mais en réalité, à mettre en place et à le maintenir, ça demande beaucoup d'efforts, et il faut être présent pour ses équipes, avoir je pense ne pas avoir peur notamment de ne pas savoir. Moi, on a fait une petite session justement de Ask Me Anything sur c'est quoi être un bon manager. Je leur disais, mais déjà, un bon manager, c'est quelqu'un qui reconnaît qu'il n'a pas tout le temps la réponse, et ça ira mieux. Parce que je pense qu'on a eu tendance aussi, par les cours de management, par la vision qu'on a du manager, à voir quelqu'un qui sait toujours tout, qui est très dur, qui s'impose par la colère et par l'autorité. Et or, pour moi, c'est pas du tout ça, être un bon manager. Être un bon manager, c'est quelqu'un qui est à l'écoute, c'est quelqu'un qui est disponible, c'est quelqu'un qui connaît ses limites, c'est quelqu'un qui sait reconnaître qu'il ne sait pas. Et en fait, ça ira mieux. Parce que le rôle du tout-puissant, il n'existe pas. Et donc, moi, je sais que j'ai su dire que je ne savais pas, et ce qui a permis aussi à mes équipes d'être capables de eux-mêmes dire quand ils savaient pas, parce que c'est aussi un truc dont on a peur soi-même quand on fait partie d'une équipe. Et si on est avec quelqu'un qui pense qu'il sait toujours tout, et ben soi-même, on n'ose pas assumer le fait que parfois on ne sait pas. Or, quand on est dans un domaine d'innovation, en fait, on ne sait pas 99% du temps. Et je sais que notamment, ça nous a permis, par exemple, d'aller chercher des solutions à l'extérieur et de dire, tiens, sur tel problème technique, je ne sais pas, donc on va prendre un consultant, on va prendre une solution techno tierce. Et en fait, je crois que ça a été la clé d'une de nos réussites, c'est de connaître nos limites et d'avoir une très bonne relation, notamment entre Laure et moi, qui est la CTO de Mangopé, de se dire, là, en fait, ni l'une ni l'autre, on sait, on n'a jamais fait ça, personne n'a jamais fait ça, mais allons chercher un tiers qui a eu une expérience qui peut être similaire et qui peut nous aider. Et en fait, et ça, je pense que c'est une grande force à la base féminine, d'être plus, comment dire, un peu plus objectif sur ses compétences. Et donc, on est allé les chercher à l'extérieur, et donc on a appris très vite et on est monté en compétences rapidement, et on a toujours fonctionné comme ça. Et je pense qu'un bon manager, son rôle pour son équipe, c'est d'aller chercher à l'extérieur
la connaissance, d'aller chercher un budget quand il le faut, de formation, et donc d'être une sorte d'aiguilleur, mais sûrement pas quelqu'un qui sait tout le temps. Et c'est ce que je leur dis, c'est que parce que en fait le jour où on se trompera, forcément c'est de la défiance qui est créée. Donc voilà, donc c'est quelqu'un de disponible, à l'écoute et honnête. Est-ce que tu peux nous raconter justement peut-être le moment le plus difficile que tu aies vécu en tant que manager? Et le meilleur, et le meilleur. Donc, peu importe, tu peux commencer par l'un ou l'autre. Le plus difficile, je pense que c'est une de nos collaboratrices qui a perdu ses 2 parents en même temps, et ça date il y a quelques années. Et donc c'est quelqu'un qui est plus dans les équipes de Litchi, mais avec qui j'ai gardé de très bons relation, et qui est devenue, je pense, une amie, et qui a vécu un drame voilà, dont on ne sait comment aider, comment accompagner, et c'était très difficile parce qu'évidemment c'est insoutenable de souffrance. Elle était très jeune, et même ne serait-ce que, d'accompagner les autres collaborateurs, parce qu'elle m'avait notamment demandé pendant la période où elle était absente de le dire aux autres. Ça a été franchement, moi je savais plus. J'étais jeune, j'avais été assez peu confrontée à la mort, en tout cas pas de façon aussi violente. Et c'est vrai que je me sentais complètement désarmée, et je voyais la souffrance réelle de tous les autres collaborateurs, sans parler de celle de cette jeune femme. Et je me disais, je me suis dit, putain, comment je vais faire? Je suis pas armée pour ça. Et ouais, ça a été, je pense, vraiment très dur parce que voilà, c'est des choses que la vie on peut pas anticiper, et il fallait, en plus, ce qui était évidemment difficile, c'est qu'elle s'occupait d'un marché dont elle était seule à s'occuper. Donc évidemment, on lui a dit, si tu veux revenir, tu reviendras quand tu veux, et le reste du temps, on verra. Et elle a été exceptionnelle parce que, en plus, évidemment, extrêmement rigoureuse. Mais franchement, on a navigué à vue dans une situation d'une douleur. Et puis, il y a eu les mois après, parce qu'évidemment, il y a le choc, et il y a la suite, parce qu'un deuil, c'est long, parce que elle avait beaucoup de choses à gérer. Elle n'est pas française, donc c'était difficile de gérer tout ça, en plus depuis Paris pour l'international, etc. Donc, et oui, et donc on était sur ces... Ouais, le meilleur moment. En tout cas, le moment le plus exceptionnel, je pense, c'est quand j'ai annoncé au manager qu'on avait, qu'on avait signé une term sheet de vente, une LOI, et que leur vie changeait, quoi. Et ça, franchement, je pense que on comprenait rien. Je me souviens très bien, on avait pris une salle de réunion chez un de nos investisseurs. J'avais acheté du champagne. On leur a expliqué grosso modo vers quoi on allait. Et puis après, du coup, on s'était tous mis sur la terrasse. J'avais une terrasse, c'est même pas le terme, un micro-balcon à boire du champagne. Et en fait, moi, je les prenais les uns après les autres pour leur expliquer financièrement ce que ça représentait pour chacun d'eux. Et à chaque fois, ils revenaient tout blancs, genre, oh putain. Et c'était trop drôle de voir la scène. Et c'est vrai que de se dire que le travail peut permettre, d'offrir un apport financier pour acheter un appart, ou que ça change complètement une vie. Ça, en fait, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, parce que c'est au-delà du travail. C'est quelque chose. C'est un très beau cadeau quand c'est offert. Et c'est vrai que c'était un sacré moment, et de voir personne n'y croyait, quoi. Et donc c'était assez rigolo, et c'était assez émouvant de se dire, là, d'un coup, tu vois, entre le moment où on est rentré dans la salle de réunion et le moment où on en est ressorti, la vie de tout le monde avait basculé. Ouais, c'est clair, c'est hyper beau. Et après avoir vécu cette aventure, du coup, de Litchi, qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que tu ne veux plus?
pendant un temps, en tout cas, je ne veux plus la charge que j'avais. Et c'est pour ça que j'ai fait que j'ai voulu pas que pour ça, mais c'est notamment pour ça que j'ai voulu faire une pause dans les responsabilités, dans le poids que ça a, moi je me sentais extrêmement concernée par probablement trop par tout, et donc j'avais du mal à débrancher mon esprit, j'avais parfois du mal à dormir, c'était mon bébé, et donc savoir que mes collaborateurs étaient pas bien, savoir qu'on avait un souci technique, savoir tout ça, c'était dur à vivre. Donc depuis juin dernier, c'est-à-dire presque 1 an que je suis plus dans l'opérationnel, je me sens d'une légèreté assez insoutenable et très agréable à vivre. Et notamment en ayant eu un enfant à ce moment-là, c'était aussi, j'avais besoin d'enlever une certaine charge pour en prendre une autre. Évidemment, ma nature, elle est d'entreprendre, donc j'aurais du mal à faire autre chose si je dois faire autre chose dans ma vie, mais je l'entrevois différemment. Et par exemple, me suis quand même beaucoup investie dans Sista, qui est donc un projet associatif. Puis là, depuis 2 mois, beaucoup dans Protège ton soignant, et finalement de façon très entrepreneuriale. Et j'y prends beaucoup de plaisir, et en même temps c'est une chance de me dire là j'ai passé peut-être 2 mois pendant la période du Covid à bosser 12 ou 14 heures par jour, et après ça je vais retrouver une sorte de liberté avec des responsabilités qui sont plus limitées, puisque à part être présidente du conseil de Litchi, du conseil d'administration de Litchi, et puis être administratrice de la SNCF et bientôt administratrice de Free, je n'ai pas d'autres responsabilités, donc c'est ça mais ça n'est pas les mêmes poids que je l'avais avant, et ça je l'apprécie énormément. Je crois qu'en gros c'est ce que je veux et ce que je ne veux plus jamais. Ouais, c'est marrant, tu vois, parce que j'ai enregistré un épisode avec Ronan, le Moal que tu connais, et donc, il me parle de la même chose, de cette poids, cette responsabilité que tu peux avoir qui finalement t'enlève cette légèreté, en fait. T'enlève cette insouciance. Et donc, il me disait... ça prend du temps à revenir aussi, ce côté léger, dégager des responsabilités. C'est pas switch on-off quand on a vécu quelque chose d'aussi intense comme ça, que ce soit toi pour Litchi, lui pour la Banque Bretonne. Voilà, ça prend du temps, c'est tout un process aussi, donc d'où je pense, ce besoin de, pour toi, faire une pause, le côté de jachère avant de reprendre quelque chose bien sûr, plus intense. Mais tu n'imagines même pas comme je kiffe ma vie, comme je suis, mais c'est vrai, heureuse de cette légèreté et de cette période où systématiquement j'ai l'impression, alors là, récemment on s'est un peu moins promené dans la rue, mais j'ai tout le temps l'impression de marcher en sautillant, genre ma vie est trop bien, c'est trop cool, et évidemment j'adorais ce que je faisais, mais j'ai été aussi, et c'était un vrai deuil de partir, mais j'avais 26 ans quand j'ai démarré ça, et l'aventure qui m'a été offerte de vivre, elle est exceptionnelle, mais elle était très lourde, et franchement de me coucher sans me dire que plus rien ne repose sur moi, ou beaucoup moins, c'est effectivement un grand luxe, et donc j'en profite énormément, et ça passe aussi, en tout cas ça passait par quelques voyages, j'espère que ça pourra aussi reprendre, et d'autres activités qui sont moins carriéristes, mais qui sont extrêmement réjouissantes. Voilà. Et quelle a été la place, ou quelle est la place aujourd'hui de l'intuition dans ton quotidien, donc à la fois en tant qu'entrepreneur, mais aussi dans tous les projets que tu mènes? Elle est absolument fondamentale, et je pense que j'ai une très très bonne intuition, et à laquelle en tout cas je fais extrêmement confiance. J'ai appris que ça n'était pas ni une chance ni un 6e sens, c'est seulement une somme de capacité d'écoute, de capacité d'observation, d'analyse, de plein de petits small signals, comme on dit. Et donc, je crois que c'est pour ça que j'ai toujours été assez douée dans les recrutements, et à bien aussi entrevoir
ce qui arrive ou ce qui n'arrive pas, et parfois avoir du mal à l'expliquer. D'ailleurs, c'est que il m'est arrivé souvent d'avoir l'intuition de quelque chose, mais d'avoir du mal à mettre des mots. Et là où j'ai eu beaucoup de chance, notamment professionnellement et chez Litchi, c'est que mes collaborateurs m'ont toujours fait extrêmement confiance. Le pacte inverse, c'est que moi, j'ai jamais imposé de décision, mais ils m'ont beaucoup fait confiance sur ce que je ressentais comme étant la bonne direction, le bon move et ainsi de suite. Donc il y a une très très grande place à l'intuition dans ma vie, et c'est vrai que par exemple en quittant Litchi, où j'ai vraiment sauté dans le vide parce que tout d'un coup je suis redevenue anonyme et plus personne, sans titre, sans job, et ça fait bizarre en fait parce qu'on est dans une vie où on se définit systématiquement par son job title, par ses responsabilités, par l'occupation de son agenda et ainsi de suite. Mais j'avais l'intuition que c'était pour faire d'autres choses qui me rendraient très heureuse et que ça se passerait bien. Et écoute, ça s'est très bien passé. Donc voilà. Donc c'est vrai que de façon générale, moi je suis beaucoup dans le ressenti et sans me faire une confiance trop importante, mais en tout cas en fait c'est de l'analyse pour moi. C'est pas un truc au doigt mouillé. C'est bien comprendre son environnement. C'est détecter les bons signaux. Voilà. Ouais, complètement. Écoute, deux petites questions pour terminer sur les sujets en tout cas liés à l'entrepreneuriat, à l'entreprise, qui sont comment est-ce que tu vois l'entreprise idéale de demain? Je la vois. Je la vois probablement dans une répartition de la valeur et de la propriété et de l'organisation différente et plus équilibrée. Et ça, moi, c'est quelque chose qui me tenait très à cœur de notamment partager le capital. Mais c'est aussi par intérêt parce que évidemment, un collaborateur qui est actionnaire, il se sent beaucoup plus, il se sent chez lui, quoi. Donc ça me semblait être une évidence, et ça, je pense que demain est fait de ça, avec un équilibre en fonction de ce que chacun a envie, dans la façon dont il a envie de contribuer, de quelle importance il place le curseur dans sa vie, et ainsi de suite. Mais oui, je vois l'entreprise effectivement plus confiante, plus plate. Ça veut pas dire pour autant pas organisée, mais ça veut dire plus plate dans la prise de décision, dans les responsabilités et ainsi de suite. Et je pense qu'on s'en portera tous que mieux. Ouais. Un autre point sur l'entreprise, c'est qu'on vit en ce moment une détresse écologique, et parmi les auditeurs qui nous écoutent, il y en a énormément qui sont sensibles à l'éthique, à la question écologique, à la protection de la planète. Quel conseil est-ce que tu donnerais à des dirigeants, à des leaders, à des managers qui n'osent pas encore faire de choix forts pour aligner leurs actions et leurs valeurs, notamment en lien avec la planète? En fait, je pense que c'est surtout en lien avec ce qu'attendent les collaborateurs et ce qu'attendent les consommateurs. Donc en réalité, s'ils le font pas pour eux, ils le feront parce que l'entreprise va mourir sinon. Et moi, j'ai la conviction que, par exemple, l'entreprise à mission est une évidence, mais toutes les entreprises devraient être des entreprises à mission. On devrait avoir une responsabilité sociale, évidemment environnementale, parce que l'entreprise a de la force. Et en réalité, les entreprises qui perdureront, ce seront celles qui auront créé des liens, je pense, plus justes avec leurs collaborateurs, plus justes avec la planète, et donc plus appréciés des consommateurs. On parlait de C'est qui le patron, mais il y a plein d'autres marques. Par exemple, Patagonia a mis en place le congé paternité, le congé deuxième par an pour tous leurs collaborateurs, et l'entreprise s'en porte mieux. Et alors que non, théoriquement, les gens sont plus absents. Et c'est la même chose dans plein d'autres entreprises. Mais je pense que c'est une sorte de rééquilibrage. Et c'est évident qu'on n'a pas envie de travailler pour une boîte qui pollue, pour une boîte... Enfin, en fait, moi, ça me paraît même pas pensable.
C'est juste, il y a... alors, on va finir sur des petites questions. Il y a juste j'entends des petites interférences, là. Je sais pas si c'est le téléphone ou si c'est... Je sais rien. Ça vient de le faire. Juste peut-être éloigne-le simplement. Ouais. Ça peut peut-être... Écoute, on va finir avec des petites questions rapides et courtes sur toi. Attends, j'arrive, je lui dis juste qu'ils me disent quand il est là, le livreur. Ok, allez, c'est parti. Qu'est-ce qui a le plus de valeur pour toi à titre personnel? Le plus de valeur pour moi? Ah bah ma famille. Ok. Quelle est la leçon que tu as mis le plus de temps à apprendre? Eh bien, je pense à apprendre à me connaître, à connaître mes forces, mes faiblesses, mes limites, mes envies, et aussi à dissocier du coup ce que je suis de ce que mon rôle chez Litchi m'imposait d'être. Et par exemple, tu vois, en quittant l'opérationnel, je me suis immédiatement, c'est drôle, hein, souvenue, enfin je sais pas comment dire, c'est le bon terme, mais que j'étais quelqu'un de très créatif et que c'était très important pour moi et que j'avais une grande sensibilité et finalement que l'armure de Litchi ne m'avait pas enlevé ça. Oui, complètement. Que crois-tu avec certitude? Qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Complète cette phrase. Le monde du travail a besoin. Le monde du travail a besoin de femmes. Parfait. Merci beaucoup, Céline. Avec plaisir, Anaïs. Merci infiniment à Céline Lazorte pour cette conversation et à vous de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si vous avez aimé l'épisode, le mieux est de le partager sur les réseaux sociaux, en particulier sur LinkedIn, mais aussi de liker et commenter cette vidéo. C'est ce qui nous aide le plus à faire connaître le podcast et diffuser le message que oui, un monde du travail plus humaniste est possible. Merci infiniment et je vous dis à vendredi prochain avec un nouvel invité.